Les dollars disparaissent. Gold refuse de comparaître. 3 années de week-end sacrifiées à un rêve censé assurer l'avenir d'une famille, et tout ce que Bear, Harold et Jeffrey ont à montrer pour près de 100 000 $ d'investissement, c'est une petite bouteille contenant à peine 3 onces d'or. Chaque voyage vers la concession semble plus lourd que le précédent. Chaque nettoyage les oblige à faire face à la même question douloureuse. Si le terrain est si riche, si les clems environnants produisent semaine après semaine, alors pourquoi leur exploitation semble-t-elle vouée à l'échec? Ce que personne ne réalise, c'est que le problème n'est pas profondément enfoui sous la nature sauvage de l'Alaska. La vérité est juste devant eux, cachée dans un équipement auquel ils font confiance chaque jour. Et lorsque Freddie Dodge et Joan Ibarra arrivent enfin pour enquêter ce qu'ils découvrent, menacent de briser le cœur de toutes les personnes impliquées. La revendication elle-même aurait dû être une réussite. S'étendant sur 360 acres de terrain minier et prometteur en Alaska, l'exploitation de Lazy Bear est située dans une vallée qui semble presque conçue par la nature pour produire de l'or. Les anciens glaciers ont sculpté le paysage il y a des milliers d'années, laissant derrière eux de riches graviers, un substrat rocheux fracturé et d'innombrables pièges naturels où de lourdes particules d'or devraient se déposer et s'accumuler. Un ruisseau principal serpente à travers le centre de la vallée, tandis que des drainages d'alimentation plus petits déversent des flancs des collines environnantes, transportant des matériaux provenant de altitudes plus élevées. Pour les mineurs expérimentés, c'est exactement le genre de terrain qui suscite l'enthousiasme, car tous les ingrédients d'une concession rentable semblent être réunis. La géologie ne fait qu'approfondir le mystère. Sous le gravier se trouve un substrat rocheux de schiste brisé, entrelacé de veines de quartz, des formations qui ont capturé et concentré l'or pendant des générations. Au fil des milliers d'années, le ruissellement saisonnier a entraîné l'or des montagnes et l'a déposé dans les fissures, les crevasses et les pièges naturels du système de drainage. Tout dans le paysage suggère que de l'or précieux devrait être présent en quantités importantes. Les affirmations voisines en fournissent encore plus de preuves. Les mineurs travaillant directement au-dessus et autour de Bear's Ground continuent d'extraire des quantités respectables d'or du même système de drainage. Les preuves sont impossibles à ignorer. La nature fournit l'or. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, presque rien ne finit dans la salle d'or de Bear. Pour Bear, cette opération n'a jamais été seulement une question d'argent. C'était la réalisation d'un rêve qu'il avait suivi pendant la majeure partie de sa vie. Bien avant de posséder du matériel minier ou de signer des documents de réclamation, il s'imaginait diriger une mine d'or. C'est le genre de rêve que beaucoup de gens portent tranquillement depuis des décennies, le mentionnant de temps en temps avant de le rejeter comme irréaliste. Mais lorsque l'occasion s'est finalement présentée, Bear a refusé de la laisser passer. Il s'est pleinement engagé convaincu que c'était sa chance de construire quelque chose de durable pour lui-même et pour les personnes qu'il aimait le plus. Le rêve est vite devenu une mission familiale. Bear a convaincu son beau-père Harold et son beau-frère Jeffrey de le rejoindre dans l'aventure. Ensemble, ils ont investi leurs économies, leur temps et leur foi dans cette revendication. Il ne s'agissait pas de partenaires commerciaux réunis par des contrats et des feuilles de calcul. C'étaient des membres d'une famille liés par la confiance. Ils se disputaient, riaient, luttaient et célébraient ensemble. Chaque week-end passé sur la concession devenait un autre chapitre d'une histoire commune dont ils espéraient qu'elle récompenserait un jour leur sacrifice. Harold a apporté son expérience, sa patience et sa main ferme chaque fois que des problèmes surgissaient. Jeffrey a apporté son enthousiasme et sa loyauté, prêt à suivre Bear en territoire incertain parce qu'il croyait à la fois au rêve et à l'homme qui le dirigeait. Leurs personnalités étaient différentes, mais cette différence est devenue l'une des forces de l'opération. Quand l'un se décourageait, un autre lui apportait des encouragements. Lorsque les esprits s'échauffaient, des rires suivaient généralement. Ils croyaient sincèrement qu'ils pourraient construire ensemble quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait éventuellement soutenir les générations futures de leur famille. Sur le papier, le plan semblait presque parfait. Bear approchait de la retraite et cherchait un nouveau but qui l'attendait à la fin de ses années de travail. La mine était censée devenir cet objectif. Au lieu de simplement prendre sa retraite, il envisageait de créer une entreprise qui pourrait lui apporter un revenu, une indépendance et un héritage. L'objectif n'a jamais été seulement de trouver de l'or. Le but était de créer un avenir. Chaque dollar investi a été réalisé avec cette vision à l'esprit,
ce qui rend ce qui s'est passé ensuite encore plus douloureux. La réalité financière est progressivement devenue impossible à ignorer. Entre les 3 hommes, près de 100 000 $ ont disparu dans l'opération. Il ne s'agissait pas d'un financement d'entreprise soutenu par de riches investisseurs. C'était de l'argent personnel, épargne retraite, ressources familiales, de l'argent durement gagné, accumulé au fil des années de travail. Chaque investissement représentait la foi que la créance finirait par les rembourser. Au lieu de cela, mois après mois, la mine a continué à drainer ses ressources sans fournir de rendement significatif. Même les dépenses hebdomadaires dressaient un tableau sombre. Le simple fait d'atteindre et d'exploiter le sinistre coûte environ 400 $ chaque week-end. Il fallait acheter du carburant, équipement nécessaire à l'entretien. Les générateurs consommaient du diesel. La nourriture, les fournitures et le transport s'additionnaient rapidement. L'exploitation minière dans la région reculée de l'Alaska coûte cher, avant qu'une seule pelletée de terre ne soit déplacée. À la fin de chaque week-end, l'opération avait déjà consommé des centaines de dollars, rien que pour rester active. L'or qui revenait était loin d'être suffisant. Certains week-ends, on produisait à peine une centaine de dollars d'or. De meilleurs week-ends pourraient rapporter 125 $. Quelle que soit la manière dont ils calculaient en les chiffres, la conclusion restait la même. Ils perdaient de l'argent à chaque voyage. 400 $ ont été dépensés. À peine un quart de cette somme est revenu. Le déficit s'est répété semaine après semaine, mois après mois, année après année. 3 années de ces pertes ont créé une blessure financière dévastatrice. Chaque week-end ajoutait une nouvelle couche d'encre rouge à l'opération. Chaque saison a creusé le trou. Les mathématiques étaient impitoyables. Aucun optimisme ne pourrait changer la réalité qui les regarde sur leur relevé bancaire. Au lieu de créer de la richesse, la mine la consommait régulièrement. Le rêve qui était censé soutenir la retraite la menaçait désormais. La situation est devenue si désespérée que Bear a commencé à faire des sacrifices que la plupart des gens ne voient jamais. Pour continuer à financer l'opération, il a commencé à louer des chambres dans sa propre maison. Imaginez le poids émotionnel de cette décision. Un homme qui avait investi près de 6 chiffres dans la chasse à l'or partageait désormais sa maison avec des étrangers simplement pour générer suffisamment d'argent pour continuer à exploiter l'or. L'espace personnel a disparu. La vie privée a disparu. Le confort a disparu. Tout est devenu secondaire pour garder le rêve vivant pendant une saison supplémentaire. Ce sacrifice révèle à quel point Bear croyait profondément à cette affirmation. La plupart des gens se seraient éloignés bien avant d'en arriver là. La plupart auraient accepté les pertes et seraient partis. Mais Bear continuait de se convaincre que la percée était imminente. Peut-être que le week-end prochain serait différent. Peut-être que le prochain nettoyage révélerait l'or qui leur manquait. Peut-être qu'une saison de plus justifierait enfin tout ce qu'ils avaient investi. Le plus cruel était que les revendications environnantes continuaient à aboutir. Les mineurs voisins récupérèrent de l'or dans le même système de drainage, dans les mêmes formations géologiques et dans la même vallée. Ils prouvaient sans aucun doute que l'or existait. Chaque once qu'ils récupéraient devenait un autre rappel douloureux que quelque chose n'allait terriblement pas lors de l'opération de Lazy Bear. Le sol aurait dû payer. La géologie a dit que cela devrait payer. Les résultats voisins indiquaient que cela devrait payer. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce n'était pas le cas. Lorsque Freddy Dodge et Joan Ibarra sont finalement arrivés sur le site, ils s'attendaient à enquêter sur le terrain lui-même. Comme tout le monde, ils ont d'abord pensé que le problème pourrait être d'ordre géologique. Peut-être que la couche salariale était plus mince que prévu. Peut-être que l'équipe creusait le mauvais matériau. Peut-être n'avait-il simplement pas eu de chance. Mais les mineurs expérimentés savent que parfois les pertes les plus importantes ne sont pas cachées sous terre. Parfois, ils se produisent sous vos yeux tous les jours sans que vous vous en rendiez compte, car la familiarité fait que les gens arrêtent de regarder de près. Alors que Freddy regardait l'opération se dérouler, quelque chose n'allait pas immédiatement. L'usine avançait lentement. La reprise de l'or semble faible. Les matériaux circulaient dans le système, mais les résultats ne correspondaient jamais à ce que le sol aurait dû produire. Plus il observait, plus il devenait inquiet. Cela ne ressemblait pas à un échec de la réclamation. Cela ressemblait à un système de récupération défaillant. Et si ces soupçons se révélaient vrais, cela signifierait que la famille aurait passé 3 ans à perdre l'or qu'elle avait déjà extrait. La réponse cachée dans l'écluse fut plus dévastatrice que n'importe quel mauvais rapport géologique ne pourrait jamais l'être. Parce que si Freddy avait raison, alors l'or avait toujours été là.
La réclamation n'a jamais été le problème. Le sol n'a jamais été le problème. La tragédie était que l'équipement même destiné à capturer leur avenir avait permis à cet avenir de s'emporter en aval, un éclat perdu à la fois. BL le sait, il le dit clairement. Les mineurs d'en haut se portent bien, mais ce n'est pas le cas. Quelque chose dans cette revendication, dans cette configuration, est différent. Quoi qu'il en soit, c'est la différence entre une entreprise florissante et un trou dans le sol de la taille d'une famille qui engloutit de l'argent. Les nettoyages des voisins s'intensifient à mesure que la saison avance. Les nettoyages de Baer restent suffisamment légers pour tenir dans un seul petit pot à la fin de l'année. Lorsque Freddy insiste sur les chiffres de production réels, Baer ne les édulcore pas. Il dit qu'ils seront dans le bus de la lutte 3 onces peut-être dans 3 ans. Environ 1 once par an pour 3 hommes chacun pendant toute une saison minière. À l'heure actuelle, cela représente environ 6 000 $ de récupération contre près de 100 000 $ d'investissement. 600 par dollar avant le carburant. C'est le casse-tête dans lequel Freddy Dodge et Juan Ibarra se lancent. Bonne terre, bon voisin, bonne famille, bonnes intentions. Et d'une manière ou d'une autre, année après année, il n'y a presque plus d'or dans la bouteille. Une usine de lavage construite pour l'échec. La première chose que Freddy et Juan remarquent est la station de lavage. Baer et son équipage l'ont nommé Oncle Basile, et il y a une affection dans ce nom qui montre à quel point cette famille est profondément liée à leur petite plateforme en difficulté. Ils lui ont donné une personnalité, une place à la table familiale, une place permanente dans les plaisanteries qui se racontent le soir autour du feu de camp. Ils sont à leur manière tombés amoureux de la machine qu'ils ont construite. L'affection ne déplace pas la saleté, et l'oncle Basile ne déplace pas la saleté. Jean parcourt l'usine lentement, ses yeux passant de la trémie au trommel jusqu'à l'écluse. Freddy se tient aux côtés des résidus et regarde l'eau s'écouler de l'arrière de la boîte. Les 2 hommes restent silencieux pour la première passe. Une usine de test appropriée devrait fonctionner quelque part à environ 15 mètres de terre payante toutes les heures. C'est le seuil à partir duquel un mineur commence à obtenir des données réelles, des chiffres réels, une véritable idée de la valeur du diesel brûlé. Rien de moins n'est pas vraiment une exploitation minière. C'est deviné au ralenti. Oncle Basile ne peut pas y arriver, même pas s'en approcher. Ils ne peuvent ne courir que 30 minutes environ, puis ils ont l'impression que leur vanne est débordée parce qu'elle n'est que si grande. Alors est-ce qu'ils s'arrêtent toutes les 30 minutes, font tomber les tapis et nettoient? Qu'est-ce que c'est? Dans les 30 premières minutes du test, l'opération se heurte à un mur. Les tapis d'écluse s'emballent. L'équipage doit tout arrêter, monter à bord et nettoyer physiquement la boîte avant de pouvoir continuer. 30 minutes d'exécution, puis maintenance. 30 minutes supplémentaires, puis maintenance à nouveau. Le rythme de la journée n'est pas de creuser, laver, récupérer. C'est creuser, laver, arrêter, nettoyer, redémarrer, répéter. Juan surveille le rythme et le fait immédiatement remarquer. Une usine à cette échelle ne devrait pas avoir besoin de 3 personnes. Cela devrait être une opération simple menée par un seul homme. Le fait qu'il faille tout l'équipage pour maintenir la chose en boitant est en soi un signe de la mauvaise évaluation de la configuration pour le sol. Si l'usine ne peut pas fonctionner sans surveillance pendant 4 heures d'affilée, elle ne pourra jamais produire un échantillon significatif. Il ne peut même pas dire à la famille si la terre sous ses pieds paye. Freddy se dirige vers le bassin de décantation et regarde l'écluse d'en bas. L'angle de l'eau sortant de la boîte lui dit des choses. La façon dont le matériel lourd sort du parcours lui dit des choses. Le fait que les tapis ci-dessus atteignent déjà leur maximum à 30 minutes lui dit la chose la plus importante de toutes. À la fin du test de 4 heures, l'usine n'a réussi à traiter que 3 mètres de matériaux par heure, soit un 5e de ce qu'une usine de test fonctionnel devrait faire, un 5e de ce qui est nécessaire pour savoir si l'or en dessous vaut la peine d'être exploité. La famille a passé 3 ans à essayer d'exploiter un équipement qui déplace fonctionnellement 20% de la terre qu'il devrait déplacer. Freddy le dit lui-même, regardant l'opération s'arrêter encore et encore. C'est pénible à regarder. Ce n'était pas une usine minière. Il s'agissait d'une usine de loisirs, d'une écluse récréative qui avait parfois de la chance le genre d'installation construite pour un passe-temps du week-end et non le genre d'équipement construit pour un héritage familial. La famille de Baer a parié 100 000 $ là-dessus et l'équipement lui-même a toujours été le goulot d'étranglement, pas le sol, ni l'éthique du travail, ni la machine. L'or était là tout le temps. L'or est là. Il est là depuis tout ce temps.
Ils exploitent des terres aurifères depuis 3 années complètes. Ils n'ont tout simplement pas réussi à le conserver. Freddy interrompt l'analyse et prélève un échantillon du matériau qui vient d'être traité. Il s'accroupit au bord de l'eau, trempe la casserole, donne le rythme à 2 mains. Du sable noir tourbillonne au fond de la casserole. L'eau lave le matériau le plus léger en cercle lent et patient. La couleur apparaît le long du bord. La vraie couleur, pas de taches, pas de points. Vous ne voulez pas qu'il y ait du potentiel. Ouais, c'est plutôt bien. Oh, waouh, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que vous avez de l'or. La mauvaise nouvelle, c'est que vous venez de perdre beaucoup de votre écluse. Si l'écluse n'est pas correctement configurée, vous pouvez perdre tout l'or que vous collectez, et c'est exactement ce qui se passait. Un or visible et significatif. À l'heure actuelle, l'échantillon se lit comme suit, encourageant le type de note qui dit oui. L'affirmation est réelle. La décision de miser sur cette saleté n'était pas folle. Juan regarde par-dessus l'épaule de Freddy, hoche la tête une fois et confirme ce qu'ils pensent déjà tous les deux. Le sol n'est pas le problème. Le sol a toujours fait son travail, alors où va-t-il? Freddy montre la réponse à l'intérieur de la vanne elle-même. Les nattes, les tapis qui sont censés capter et retenir l'or lourd tandis que le matériau plus léger les recouvre sont remplis de roches et de gravier. Une fois ces tapis emballés, l'or cesse de s'y déposer. Il migre juste en dessous. Il glisse devant les captures, chevauche l'eau directement par l'arrière de l'écluse et atterrit dans le bassin de résidus. Le tas de déchets que l'équipage jette chaque week-end est en fait l'endroit où l'or de la famille s'accumule depuis 3 ans. Les tapis font le contraire de leur travail. Au lieu de piéger l'or, ils fonctionnent comme une goulotte qui amène les matériaux les plus lourds directement dans la pile de déchets. Chaque week-end où l'usine fonctionne, l'or est poussé une fois de plus vers l'étang. Dimanche après-midi, la récupération de la journée est déjà terminée, emportée et ensevelie sous les graviers de la semaine suivante. Depuis 3 ans, cette famille extrait de l'or véritable et le nettoie à l'arrière de sa propre écluse. Ils payaient 400 $ par week-end pour perdre leur propre or. Il y a quelque part sur cette concession un tas de résidus qui contient probablement plus d'or récupérable que les 3 années de nettoyage combiné de toute la famille. La cause est presque embarrassante dans sa simplicité. Freddy l'identifie à vue. Il n'y a pas de rampe. Les saletés ne sont pas déposées proprement sur les tapis. Il est déversé d'une manière qui permet aux matériaux lourds de s'accumuler en un seul endroit, d'étouffer le flux et de créer exactement le genre de conditions de sous-verse où l'or s'échappe. Une petite erreur géométrique. Un morceau de métal manquant sous un angle spécifique. Ce défaut de conception saigne tranquillement la famille depuis 36 mois. Wang ajoute la 2e couche du diagnostic. Même sans rampe, l'écluse elle-même est sous-dimensionnée par rapport au volume que l'usine tente de pousser. Les tapis sont trop courts, les rapides sont trop peu profonds. La vitesse de l'eau ne correspond pas au profil de taille de l'or que le claim produit réellement. 3 problèmes superposés, chacun aggravant tranquillement le suivant. Après 3 ans passés à se demander ce qu'ils font de mal, l'équipage de Bear a enfin quelque chose à signaler, quelque chose à réparer. Au moment où la casserole s'est allumée, Freddy la tient au ras de l'eau. Le sable noir tourbillonne en cercles lents et patients. Le matériau plus léger rince la lèvre à chaque rotation. La casserole s'incline selon l'angle que seule une main qui a fait cela des milliers de fois peut tenir, l'angle qui permet aux objets lourds de rester en place pendant que tout ce qui est plus léger est emporté par le rinçage. Bear, Harold et Jeffrey se rassemblent. Sainte vache, j'aime ça. Oh ouais, ça a l'air sympa. Ouais, ce sont aussi des morceaux plus gros. C'est bon signe. Ouais. Oh, j'aime vraiment ça. Cela en vaudra la peine. Ce que nous venons de prouver, c'est que votre or s'améliore à mesure que vous baissez. Je vous dis quoi, c'était une poêle décente. 3 visages par-dessus l'épaule de Freddy, observant le fond de la casserole alors que le sable commence à s'éclaircir. Harold s'appuie sur sa canne. La main de Jeffrey touche le bord de son chapeau. Aucun d'eux ne parle. À mesure que le sable s'amincit et que les matériaux les plus lourds se déposent sur le bord inférieur du bac, une ligne jaune apparaît. Du vrai or, assez bonne taille. Pas de poussière, pas de farine, mais une véritable couleur épaisse visible de l'autre côté d'une tente, le genre d'or qui s'annonce. Le roseau de Freddy atterrit à plat. Et immédiatement. La bonne nouvelle est que vous avez de l'or.
La mauvaise nouvelle, c'est que vous en avez perdu une grande partie dans votre écluse. Les deux moitiés de cette phrase arrivent dans le même souffle. Soulagement car le terrain est réel. Le chagrin parce que le terrain a toujours été réel. Et que la famille a jeté ce qu'elle lui avait donné week-end après week-end, saison après saison. Joanne debout à côté de la boîte le confirme d'un simple signe de tête. Le diagnostic est verrouillé. L'affirmation est bonne. La plante est cassée. La solution est mécanique, pas géologique, et c'est la meilleure nouvelle qu'un mineur en difficulté puisse entendre, car les problèmes mécaniques peuvent être résolus avec du métal et des baguettes de soudage et quelques week-ends de travail. La famille ne s'est pas trompée sur cette affirmation. Ils ne se sont pas trompés sur la géologie. Ils ne se sont pas trompés à propos du rêve. Ils se sont trompés sur une pièce d'équipement, une chose réparable. Cette seule chose réparable leur a coûté 3 ans de leur vie, 3 ans de week-end, 3 ans d'économie familiale et presque la totalité du rêve lui-même. Si cette histoire vous frappe comme elle le devrait, écrasez ce bouton d'abonnement et sonnez la cloche. De vrais sauvetages en Alaska sont diffusés sur cette chaîne chaque semaine et vous ne voulez pas manquer ce qui sortira ensuite de Bear Sluice. Une nouvelle usine, une nouvelle vie. Freddy et Juan Ibarra ne se contentent pas de diagnostiquer le problème. Ils construisent la solution à partir de zéro, selon les spécifications de la famille et les exigences réelles du terrain. Tous deux ont sauvé suffisamment d'opérations en difficulté à travers l'Alaska pour savoir exactement ce dont une réclamation comme celle-ci a besoin, et ils mettent ces connaissances directement dans une construction personnalisée dimensionnée pour le drainage de Bear. La nouvelle usine de lavage arrive au-dessus de la colline, et Bear peut à peine parler. 3 tonnes d'équipement sur mesure roulaient vers une réclamation qui, quelques jours auparavant, fonctionnait sur un appareil de loisir et une prière. Il dit que le moment est énorme, si grand qu'il semble irréel. Il dit que cela l'épate de savoir que cela se produit réellement, que cela est réellement pour lui. Harold se tient à côté de lui, les yeux rivés sur la plateforme, alors qu'elle descend la route d'accès. Jeffrey sourit déjà comme un homme lorsqu'il voit enfin l'avenir prendre forme. Juan accompagne Bear à travers la construction pièce par pièce. Je n'arrive pas à croire que cela arrive. Voir cela arriver au-dessus de la colline était si énorme, c'était si grand, vous savez. C'était incroyable. Cela m'a époustouflé qu'ils aient fait autant de choses en si peu de temps. Un trommel récupéré de 15 pieds, prêt à laver la saleté de la bonne manière, en faisant culbuter le matériau pour que l'or et le gravier se séparent de la manière dont la physique veut réellement qu'ils se séparent. Le trommel fait le travail que l'ancienne usine ne pourrait jamais faire. Il nettoie les matériaux lourds, brise l'argile et délivre une alimentation triée sur l'écluse au lieu d'une décharge chaotique. Une écluse de 20 pieds, spécialement conçue pour capter à la fois l'or fin et l'or grossier, soit l'ensemble de la gamme de ce que produit la concession. Avec des tapis et des fusils configurés pour le profil de taille exact de l'or déjà vu dans le pan, le long terme donne aux matériaux lourds le temps de se déposer. Les fusils plus profonds retiennent les morceaux grossiers. Les tapis plus fins à l'extrémité de la queue captent tout ce que les fusils manquent. Une trémie personnalisée dimensionnée pour recevoir de vrais volumes de saleté sans étouffement. Une goulotte d'alimentation appropriée qui délivre le matériau sur les tapis au bon angle et à la bonne vitesse, afin que l'or ait une réelle chance de se déposer à sa place. Les bogies avancent en douceur. La machine entière a été conçue pour traiter 7 fois plus de saleté que ce que l'oncle Basile pourrait jamais rêver d'en déplacer. 7 fois. L'usine que la famille dirige depuis 3 ans traite un 7e de ce qui est réellement possible sur ce terrain. Chaque week-end, depuis 3 ans, ils ont travaillé à une fraction du rythme que la réclamation est capable de supporter. Le terrain a toujours été prêt à leur en donner plus. Leur équipement n'a tout simplement jamais été prêt à l'affronter. Ils l'appellent Bear's Baby. Au moment où ils l'allument et regardent le premier seau de terre entrer dans cette trémie, 3 hommes adultes se tiennent là les larmes aux yeux. Le seau entre, le trommel tourne. L'eau frappe les tapis à la bonne vitesse, au bon angle, exactement comme elle est censée le faire. Bear le dit lui-même, je n'allais pas pleurer, mais j'y étais. Le genre de déclaration que seul un homme sur le point de pleurer peut prononcer à voix haute. Le genre de moment qui fait que la caméra reste sur son visage un temps de plus que d'habitude. Son fils le dit aussi. Les rêves ne sont pas que pour lui. Ils sont pour sa famille.
Et les voilà regardant le rêve prendre enfin une forme qui peut réellement le porter. Harold pose une main sur l'épaule de Bear. Jeffrey s'essuie le visage avec le dos de son gant. Toute la famille réunie devant la rampe de la nouvelle usine assiste au premier véritable lavage de sa vie. C'est la différence entre un passe-temps et une carrière, entre un trou dans le sol et une mine générationnelle, entre perdre de l'argent chaque week-end et enfin peut-être en gagner. La retraite de Bear, en octobre, commence à ressembler à nouveau à un plan. Harold voit le rêve de son gendre devenir réalité. Jeffrey voit l'exploitation familiale faire enfin un pas en avant pour devenir ce qu'elle a toujours décrit. Freddy le résume avec la ligne qui porte tout l'arc. Maintenant, ils exploitaient véritablement des mines. Pas de prospection, je n'y joue pas. Ne pas perdre d'argent sur une plante récréative. Exploitation minière. Ce que la vérité dans la boîte nous dira. La plante peut être parfaite. La configuration peut être impeccable. Le trommel peut tourner, l'écluse peut fonctionner et la trémie peut alimenter exactement au bon débit. Chaque soudure peut tenir. Chaque boulon peut être serré. Chaque angle peut être réglé à un cheveu près de l'endroit où il devrait être. Rien de tout cela n'a d'importance jusqu'au nettoyage. Jusqu'à ce que l'eau s'arrête, les tapis remontent et la boîte donne une réponse honnête. La vérité est dans le pudding, ou dans ce cas dans la boîte. Le nettoyage est le seul moment honnête de toute l'opération. Tout avant, c'est de la théorie. Tout ce qui suit appartient à l'histoire. L'écluse ne réside pas au moment du nettoyage. Soit les tapis retiennent l'or, soit ils ne le retiennent pas. Eh bien, c'était une sacrée course. Ouais, ça l'était. C'était génial. Avez-vous déjà vu de l'or dans votre boîte une pièce? Mieux vaut jeter un œil. Oh ouais. Non, non. Tu as de l'or dans la boîte, ouais. C'est un garçon. Les fusils sont soit colorés, soit ils sont propres. Il n'y a pas de négociation avec ce qui sort du fond de la boîte. Si Bear's Baby peut livrer une once d'or par semaine, les calculs changent du jour au lendemain. À l'heure actuelle, une once par semaine, soit environ 2000 $, représente la différence entre une perte de 400 $ le week-end et une marge hebdomadaire importante. Le passe-temps devient un travail. Le voyage du week-end devient une activité à temps plein. Octobre cesse de ressembler à un saut dans l'incertitude et commence à ressembler au prochain chapitre de quelque chose qui pourrait réellement fonctionner pour la famille. Une once par semaine est également le seuil que la famille s'est fixé avant que Freddy et Juan ne prennent la route. C'est le numéro que Bear a nommé lorsqu'on lui a demandé son objectif pour la saison. Pas une fortune, juste assez d'or chaque semaine pour justifier le voyage et commencer à récupérer les 100 000 $ déjà enfouis. C'est ce qui dépend du nettoyage. La nouvelle usine pourra-t-elle enfin conserver ce que le terrain a toujours offert, généreusement week-end après week-end, année après année? Si la retraite de Bear en octobre devient le début d'une carrière ou le début d'un regret, si Harold et Jeffrey pourront voir l'entreprise familiale devenir l'entreprise familiale, ou si le même bus de lutte s'arrêtera dans une gare légèrement plus agréable. Alors déposez un commentaire dès maintenant. Bear, Harold et Jeffrey étaient-ils fous de continuer pendant 3 ans avec 3 onces? Ou sont-ils exactement le genre d'entêtement que l'exploitation de l'or exige de la part de chaque famille qui a déjà parié une maison sur un trou dans le sol? Appuyez sur ce bouton. J'aime si vous avez déjà parié sur quelque chose d'aussi important dans votre propre vie et abonnez-vous pour ne pas manquer le nettoyage. Ce qui sortira de cette écluse va soit confirmer tout ce pourquoi cette famille a travaillé, soit la renvoyer à la case départ. Restez sur la réclamation avec nous.